À la une, nouveau plan de sauvegarde pour la filière sucre, canne et rhum. Le processus de redynamisation lancé par le Conseil régional en 2012 se poursuit. Nous ferons le point dans ce journal. En écho au salon de la jeunesse et du lycée, un coup de projecteur ce soir sur une filière qui a le vent en poupe. Le diplôme hygiène et sécurité en entreprise est de plus en plus plébiscité. Nous verrons pourquoi. 7 mois de galère pour les habitants du quartier Boisneuf au Lamentin. La route qui relie Gando à Saint-Joseph est impraticable suite à un glissement de terrain et les travaux se font attendre. Et elle est cubaine, virtuose du piano et amoureuse de la Martinique. Elle sera en concert à l'Atrium. Vous l'avez compris, je parle de la pianiste Olga Valiente qui est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. Débutons ce journal avec ce tragique accident cet après-midi à Fort-de-France, avenue Maurice Bishop. Un motard d'une trentaine d'années a fait une chute mortelle. Circulant en scooter et sans casque, il tentait de dépasser un bus et a dû brusquement dévier sa trajectoire en tentant d'éviter un piéton. Éjecté de sa moto, il est mort sur le coup. Voilà, voyez les précisions du médecin urgentiste du SAMU interrogé par Hélène Renaud. À notre arrivée, donc, nous avons pu constater effectivement un accident entre une moto et un piéton. À notre arrivée, le passager de la moto était déjà décédé. Donc nous n'avons pas pu effectuer de réanimation pour ce monsieur. Il est mort sur le coup? Tout à fait, il est mort sur le coup. Et notez que le piéton n'a pas été blessé, mais a dû être pris en charge par les forces de l'ordre car les amis de la victime le menaçaient de représailles. Un dramatique accident qui rappelle les mesures de précaution à adopter sur nos routes. Restez vigilants. Au chapitre économie, le processus de redynamisation de la filière canne à sucre rhum lancé par le Conseil régional en 2012 se poursuit. En juillet dernier, souvenez-vous, naissait la SICA, la société collective d'intérêt agricole chargée d'assister les planteurs, de renforcer également les moyens financiers. Eh bien, cette semaine, une conférence dédiée à la canne, au sucre et au rhum se tenait avec tous les professionnels du secteur à l'hôtel de région. Un troisième pacte de sauvegarde a été signé aujourd'hui. Le point avec Céline Chalonneau. Alors que les premières coupes ont débuté et que les distilleries recommencent à ronronner, tous les acteurs de la filière se sont retrouvés ici à Plateau-Roi. Tous s'engagent à poursuivre la redynamisation de la filière canne, sucre et rhum. Un moment important pour certains exploitants. Cette aventure, elle dure depuis 3 ans déjà, plus de 3 ans. Et au départ, personne n'y croyait. Et en fait, il y a eu un petit groupe de planteurs qui s'est mobilisé autour de José Maurice et Luc de Grand-Maison. Et aujourd'hui, eh bien, écoutez, on a bien fait avancer les choses, bien évolué. Ça n'a l'air de rien, mais on a dû quand même réellement déplacer, on va dire, beaucoup d'énergie et beaucoup de montagnes pour arriver à ça. Supportée par les deux collectivités, régions et départements, cette aide devrait permettre aux planteurs de mieux supporter leurs coûts de production. À la table également, l'État et l'Agence de services et paiements. Depuis la mise en place du pacte de sauvegarde, les exploitants ne souffriraient plus autant de problèmes de trésorerie. Pour nous, les exploitants, c'est un peu difficile. C'était un peu difficile auparavant. Depuis l'an dernier, ça a changé par rapport au niveau des paiements. Ouais. On ne nous paie plus bien maintenant, c'est-à-dire que dans l'État, on est bien payé. Mais auparavant, 3 mois, 6 mois après, on nous payait. Donc, ce n'était pas évident pour nous, puisque nous, en tant qu'exploitant agricole, on n'a pas de salaire, on n'a pas de fiche de salaire. Donc on vit avec ce qu'on nous donne. L'engagement effectivement que l'ASP prend et renouvelle pour cette campagne, c'est d'optimiser les délais de paiement, puisque effectivement, dès lors qu'on a un dossier complet qui arrive chez nous, on les met en paiement et le plus tôt le planteur est payé, mieux c'est. Donc c'est vraiment notre rôle dans la chaîne. L'enjeu agricole est important. En Martinique, la filière canne, c'est 3800 hectares plantés, 180 exploitations, 7 distilleries, une usine à sucre pour un total de 3900 emplois. Un secteur qui souffrait d'un manque de valorisation. On a retrouvé la confiance. On a travaillé depuis maintenant 2 ans à rétablir la confiance, à inciter à planter de la canne. Et donc, nous avons les résultats avec l'augmentation du tonnage qui va permettre aujourd'hui, en sécurité, avec l'augmentation du prix de la canne, avec les efforts qu'on a fait avec l'ASP pour payer plus rapidement, avoir des gens qui sont fiers de travailler, qui ne galèrent pas après avoir travaillé pour avoir leur revenu et être en réalité épanouis dans leur métier.
La confiance pour ouvrir peut-être de nouvelles perspectives, car aujourd'hui, la quantité de cannes produites en Martinique est insuffisante pour répondre aux besoins des distilleries locales. Parlant éducation maintenant, le salon de la jeunesse et du lycéen bat son plein jusqu'à demain au stade Pierre-Aliquer. Un salon qui connaît un vif succès puisque près de 25 000 visiteurs ont visité le salon en 2 jours. Hier, nous évoquions l'attrait des jeunes Martiniquais pour l'international, mais il est aussi possible de se former au pays et dans des filières porteuses. Coup de projecteur ce soir sur le diplôme universitaire hygiène et sécurité délivré sur le campus de Schellcher. Volana Razafi Manonsoa. Donc là, je vais gonfler le brassard jusqu'à 160 mm de mercure. Donc c'est pour bloquer la circulation, pour pouvoir mesurer sa pression sanguine. Prise de la tension artérielle, examen cardiaque avant et après un exercice physique. Ces étudiants ne sont pas en médecine, mais en filière qualité, sécurité et environnement. Des travaux pratiques en physiologie pour mesurer et récolter des données sur le corps humain dans le monde de l'entreprise. Ça leur permet de toucher un petit peu du doigt un certain nombre de notions concernant la santé au travail, de personnes en situation d'activité, d'exercice, et leur permettront surtout d'avoir des notions précises sur les remédiations à apporter pour améliorer les conditions de ces personnes en activité. Ludwig souhaite continuer ses études dans une école d'ingénieur. Cette filière est un tremplin qui lui permettra d'acquérir de nombreuses compétences. Il faut savoir que le DUT HSE est une formation pluridisciplinaire. Donc on peut passer du droit aux mathématiques comme des matières purement techniques. Et c'est aussi parce que cette formation nous permet de toucher au monde professionnel dès la première année. Et c'est ce qui m'a encouragé à m'orienter vers celle-ci. Comme Ludwig, 70% des élèves poursuivent leurs études. Les autres cherchent un travail après leur diplôme. Technicien en prévention des risques, responsable environnement, inspecteur en salubrité ou encore sapeur-pompier, les débouchés sont nombreux. Lucie a été embauchée dans cette entreprise de sécurité incendie où elle travaille en tant que chargée de qualité. Ça consiste à aller dans les entreprises, vérifier au niveau du registre de sécurité si tout est conforme au niveau des installations, au niveau également des formations des salariés. J'interroge les salariés sur leur travail, sur la manière de travailler, si ils sont soumis à des risques, enfin s'ils estiment qu'ils sont soumis à des risques et également à des douleurs particulières. Grâce à sa formation à l'IUT, Lucie est armée pour répertorier tous les risques auxquels sont soumis les salariés et travailler en collaboration avec les entreprises pour prévenir les dangers. Dans l'actualité en Guadeloupe, il n'y aura finalement pas de fermeture des stations-service le 1er mars prochain. Hier après-midi, les gérants ont décidé de ne pas mettre à exécution leurs menaces. Pour l'instant, ils se sont donné 1 mois pour tenter de trouver un accord. En attendant, les automobilistes restent suspendus au risque de grève. Linda Kayarsi. Ce matin, dans les stations-service, pas de cohue. Les automobilistes ont désormais un mois de répit avant la fermeture des pompes. Une nouvelle menace de grève que les conducteurs ont du mal à comprendre. Tout ce que je comprends, c'est une affaire de gros sous, c'est une affaire de beefsteak, c'est à qui voudra se partager le gâteau. Il est temps qu'enfin les Guadeloupéens s'asseyent autour d'une table. Personnellement, je veux faire de l'essence parce que j'en ai besoin. Mon réservoir est un peu vide, mais je ne cours pas dans tous les sens pour faire de l'essence parce que les gérants ont décidé de faire grève. Des fois, je pense que c'est pour se faire un petit peu d'argent, renflouer les caisses. On n'arrive pas à comprendre parce que, d'autant plus qu'on avait déjà fait grève pour ce motif-là. Et je vois que les mêmes problèmes reviennent. Pour les gérants de stations-service, le dossier des carburants est bien loin d'être réglé. Ils réclament une revalorisation de leurs marges, le retour des accords interprofessionnels pétroliers, sorte d'indemnité de fin de gérance et surtout le retour des stocks stratégiques, des réserves de carburant qui doivent permettre de faire face à 76 jours de pénurie. Ce qui veut dire concrètement, demain, un bateau, pour une raison quelconque, n'arrive pas en Guadeloupe. Je parle d'un bateau de carburant. Mais ça veut dire que la Guadeloupe, c'est le blackout. Ça veut dire que les hôpitaux ne pourront pas marcher parce qu'il n'y aura pas d'essence. Les administrations ne pourront pas marcher parce qu'il n'y a pas d'essence. Et personne ne dit rien. Et la vie est belle et puis tout continue. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut être sérieux et il faut savoir prendre ses responsabilités.
Déterminés à se faire entendre, depuis plusieurs mois, les gérants de stations-service ont entamé des discussions avec l'État et plus récemment avec les élus locaux. La semaine dernière, ils ont rencontré l'ancienne ministre des Outre-mer, Marie-Luce Panchard. Et mercredi, les élus départementaux. Le président du département, Jacques Gillot, a par ailleurs interpellé le Premier ministre sur la problématique des carburants en Guadeloupe. Pour le moment, comme nous sommes dans une phase de dialogue, nous ne pouvons pas arrêter cette démarche, cette initiative, je dirais, politique sur ce dossier. Donc les stations seront ouvertes lundi, mais les choses restent très claires. Les problèmes ne sont pas réglés. Le stock stratégique est toujours un problème crucial pour la Guadeloupe. La marge et les AIP ne le sont toujours pas. Si ces problèmes ne sont pas réglés dans le mois de mars, les stations fermeront avant la fin mars. Un mois de sursis donc pour les automobilistes avant qu'ils ne prennent de nouveau d'assaut les stations essence. Toujours en Guadeloupe avec un constat qui interpelle maintenant. Les champions français de l'absentéisme scolaire se trouvent dans l'île Sœur. C'est le résultat d'une étude publiée récemment par l'Éducation nationale. En Guadeloupe, le taux d'absentéisme est 7 fois plus élevé que la moyenne nationale. Le point tout de suite avec Linda Kayarsi. Avec un taux d'absentéisme de 2,7%, la Guadeloupe dépasse la moyenne nationale qui atteint 0,4%. D'après le rapport du ministère de l'Éducation, les élèves absents de façon non justifiée 4 demi-journées ou plus par mois, en moyenne, peuvent être considérés comme absentéistes. Alors, ces chiffres, ils ne sont pas préoccupants à mon sens au regard de la situation métropolitaine. Il faut quand même aussi constater que les chiffres de la Guadeloupe, même s'ils sont moins élevés que ceux de la métropole, sont aussi amplifiés par les forts taux d'absentéisme de la communauté de Saint-Martin. Alors, il ne s'agit pas de dire stigmatiser Saint-Martin. Il y a des raisons particulières au taux d'absentéisme élevé de Saint-Martin qui ont effectivement tendance à rendre les taux de la Guadeloupe plus élevés qu'ils ne le seraient normalement. Parmi les établissements les plus touchés par le phénomène, les lycées professionnels. Le ministère avance plusieurs raisons. L'une d'entre elles est liée à la frustration de suivre une formation pas toujours choisie, mais pas seulement, selon certains lycéens. Il y a des cours qui ne sont pas très intéressants, ou bien encore, il y a l'emploi du temps qui est dur. Il y a les réveils qui sont difficiles des fois aussi après un week-end. Dans certains cas, c'est comme le matin, par rapport aux emplois du temps, les trous, où les élèves peuvent avoir un seul cours. Ils ne sont pas forcément vus de venir. Dans notre classe, il y a beaucoup de cas, beaucoup de cas d'absentéisme. Vraiment beaucoup. On est à 30 et on va dire que dans une journée, on est peut-être à 11. C'est rare qu'on est à 30. Donc peut-être, on va dire 2 heures dans une journée, on est à 30. Du côté des syndicats de l'éducation, le fort taux d'absentéisme en Guadeloupe, une situation des plus alarmantes, mais aussi le résultat du manque de moyens dont souffre l'académie. Pour le SNES-FSU, il faut mettre en place un véritable plan d'urgence. C'est-à-dire la mise en place dans tous les établissements scolaires d'un CPE pour 250 élèves, d'une infirmière scolaire, d'une assistante sociale, d'un conseiller d'orientation en résidence dans chaque établissement scolaire. Alors on va dire, ah là, c'est beaucoup de moyens, mais oui, mais la réalité, c'est qu'on a une situation catastrophique. À titre de comparaison, la Martinique a un taux d'absentéisme faible, 0,02%. Moins atteinte, la Guyane figure tout de même parmi les 20 départements français les plus touchés par l'absentéisme, avec un taux de 0,49%. D'ailleurs, notez en bref cette sanction peu banale. Une mère de famille du Nord-Pas-de-Calais en Hexagone a été condamnée à 4 mois de prison avec sursis pour les 79 journées d'absence de son fils. Le code pénal réprimant tout parent qui se soustrait à ses obligations légales au point de compromettre l'éducation de son enfant mineur. Intéressons-nous maintenant à une pianiste d'origine cubaine à la renommée internationale. Cette maestra a étudié la composition et l'harmonie au conservatoire Tchaïkovski de Moscou, ainsi qu'à celui d'Amadeo Roldán à la Havane. Elle, c'est Olga Baliente, pianiste émérite. Olga Baliente, vous nous faites le plaisir ce soir de nous rejoindre sur le plateau d'ATV. Le plaisir est à moi. Alors, vous étiez en répétition un peu plus tôt à l'Atrium. Est-ce que vous nous proposez et nous donnez l'occasion de vous découvrir un extrait de ce que vous proposerez justement aux spectateurs demain? Bien sûr, c'est une danse d'Ernesto Lecona qui c'est très belle, que bon, j'ai eu envie de jouer ce matin. Alors justement, l'un de nos reporters, Volana Razafi Manonsoa, était parmi vous. Regardons cet extrait tout de suite.
Alors, nous l'avons entendu, vous vous inscrivez dans la plus pure tradition des pianistes classiques. L'influence latino-américaine n'est jamais très loin. Ce métissage, est-ce que ce qui définit votre musique? Bien sûr, et bon, c'est la richesse qu'on a sur le continent américain de ce mélange des cultures qui est issu de plein de l'esclavage, de la colonisation. Et toutes ces compositions ont fait que l'art est très riche. Comme je dis toujours, que le Nouveau Monde est très jeune, plein de vitalité. Alors, comment se crée concrètement, on va dire, à travers vos compositions, cet éclectisme musical? Non, ce n'est pas moi. Ce sont des compositions des grands compositeurs et des Amériques en général, qui, avec la maîtrise de la composition classique et en partant des racines de chaque pays, parce que bon, j'ai vu que vous avez fait un mélange. Un condensé de ce que vous avez proposé. J'ai commencé avec une milonga argentine de Alberto Ginastera. Après, c'est passé, bien sûr, à Mario Canonge. Et on a fini par une danse cubaine d'Ignacio Cervantes. On voit qu'il y a des traits communs, même si chaque pays a ses caractéristiques et ses traits très spécifiques. Alors, est-ce que c'est carrément, on va dire, un carnet de voyage que vous allez proposer à vos spectateurs demain soir à l'Atrium, puisque vous avez parcouru de nombreux pays? Oui, un petit peu, c'est pas trop. Et nous passons Moscou, Cuba... Oui, et l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, et bon, même tous les territoires des Outre-mer françaises. Et la France aussi, la métropole, déjà, bon, j'ai eu l'opportunité de montrer ce répertoire, que même s'il y a des gens qui le font partout, encore ça reste très peu, 1% très petit, pour faire connaître ce répertoire qui parle de notre culture américaine en tant que continent. Alors, il y a quand même quelque chose de particulier qui traduit votre personnage, c'est que cela fait 6 ans que vous avez posé vos valises en Martinique. 11 ans. 11 ans même. 11 ans, Vous enseignez le piano, justement. Qu'est-ce qui vous lie à notre île? Bon, c'est remarquable que, bon, j'ai eu à Cuba, je ne crois pas au hasard. Je pense que le destin m'a amené ici. J'ai eu des étudiants martiniquais que vous avez mené également à de nombreuses gratifications pour leur travail. Oui, il y a eu des gens que je suis fière d'eux. Et alors, ils m'ont interpellée de venir quelques années avec mes enfants ici pour un petit peu donner ce que je pouvais apporter chez vous sur mon projet, en général l'enseignement du piano. Et ça, c'était magnifique. Je suis arrivée ici, pour moi, la Martinique... Et je suis certaine que c'est un enrichissement que vous apportez de plus au rayonnement musical martiniquais qui est déjà oui, très non, la Martinique m'a beaucoup enrichi aussi, m'a fait ouvrir beaucoup mes horizons. Et je me sens ici comme chez moi, vraiment. Alors, Gavayente, juste avant de se quitter, une dernière question liée à l'actualité. Je m'adresse à la Cubaine que vous êtes. Votre pays a entamé le rattachement tant espéré avec les États-Unis. Comment vivez-vous ce tournant politique? J'attends. J'attends parce que c'est difficile. Il se sont passées trop de choses et peut-être... Je ne suis pas pessimiste, non, c'est assez tard pour revenir en arrière. Voilà, c'est ça. Gavayente, merci d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes en concert à l'Atrium demain à la salle Frantz Fanon. Merci de votre accueil et bon, j'espère que les gens se sentent motivés d'y aller. Très bon concert en tout cas. Bon, merci, merci. Restez avec nous dans quelques instants, nous parlerons sport, coup de projecteur sur les compétitions marquantes du week-end. Puis quand art de rue et urbanisme se rejoignent, eh bien la municipalité de Schellcher et Madininer s'unissent pour embellir les infrastructures de l'association grâce au talent de graffeurs. Des images sont à suivre.
Mais d'abord, notre page sportive. La ville de Basse-Pointe se prépare à accueillir les meilleurs surfeurs mondiaux. Vous le saviez, l'unique étape caribéenne de la Coupe du monde de surf se tiendra en avril prochain dans la commune. Hier, la municipalité a signé une convention avec l'association Martinique Surfing, organisateur de la compétition. L'objectif, pérenniser l'événement tous les ans pendant 4 ans et attirer un large public avec un village culturel et artistique. Les précisions justement avec le manager de l'association et le maire de Basse-Pointe. Il y avait plusieurs communes en liste, Trinité, Sainte-Marie. Pourquoi Basse-Pointe aujourd'hui? Parce qu'effectivement c'est une commune qui le mérite, qui présente des spécificités esthétiques et au niveau en matière de conditions météorologiques et de qualité de vague qui correspond exactement aux besoins de la World Surf League. Et donc du coup la réactivité de la mairie de Basse-Pointe a permis la réalisation de cette opération. Je crois que le sport peut être porteur de beaucoup d'ouverture et de beaucoup de perspectives pour les jeunes. Et c'est en ce sens que je suis d'autant contente que ce projet est porté par 2 jeunes, Nicolas Clémenté et M. Ursulé. Et je me devais de tout faire pour leur permettre de réaliser cette opération qui, par ricochet, va avoir un impact économique important sur Basse-Pointe, mais sur aussi le nord de la Martinique. Des propos recueillis par Louis Sabas. Et puis, comme chaque soir, tour d'horizon, des temps forts sportifs du week-end, beaucoup de collectifs au menu, mais pas seulement. Présentation tout de suite avec Karil Chassol. Direction la mer pour débuter nos Yoleurs seront au Robert dimanche à l'occasion du prix de l'Office du tourisme de la commune. Une 5e journée du championnat avec 2 courses à 10h45 et 13h45. On reste dans l'eau, mais on passe à celle de la piscine du Carbet. Elle servira de cadre au Grand Prix du Conseil général demain à partir de 8h. Une compétition qui s'achèvera dimanche. En cyclisme, le Grand Prix Crédit Mutuel Souvenir Ludovic Guillet se déroulera dimanche. Tout d'abord, il y aura à partir de 8h un contre-la-montre de 18 km. Et à 14h, une course en ligne de 116 km dans les quartiers du Lamentin. Le temps fort de ce week-end, c'est en karaté, la 2e édition de l'Open de la Caraïbe. Il se déroulera demain à compter de 14h au hall Pélière-Donatien avec des karatékas de l'île Sœur, de Guyane, de Trinidad et Tobago ainsi que de Curaçao. Sport collectif en volleyball féminin joue ce week-end la 18e journée du championnat. Demain, 19h30, 2 matchs au programme. Et dimanche, 9h, 3 rencontres clôtureront cette journée. Chez les hommes, la 3e journée du 3e tour du championnat se déroulera demain à 19h30 et 20h avec un certain Espoir Rayon qui vaudra le déplacement. En basket féminin, la 6e journée du championnat élite débute ce soir 20h par le choc Black Star Éclair au hall du Saint-Esprit. Suite des rencontres demain 18h avec 2 matchs. Une journée qui se clôturera dimanche 17h. Au masculin, les matchs de cette 16e journée auront lieu demain 20h avec 4 rencontres. En football féminin, la 17e journée du championnat débute demain 15h30. Dimanche, à la même heure, 3 matchs refermeront cette journée. Chez les hommes, la 15e journée du championnat de DH débute ce soir 20h. Le CS Bellimois reçoit à Georges Gratien l'US Robert. Demain, 15h30, 4 rencontres au menu de cette journée et 2 matchs dont le choc Club Colonial Golden Lion refermeront cette 15e journée à 19h. L'information locale et régionale continue. Plein feu dans vos quartiers tout de suite avec votre JT des communes. Direction le Lamentin où les riverains de Boisneuf sont sérieusement handicapés par la fermeture de la route qui dessert leur quartier. Le chemin Boisneuf permettait aussi de relier directement Saint-Joseph à Gando. Eh bien, la voie est coupée depuis plusieurs mois, mais selon le maire, le problème devrait être prochainement réglé. Le reportage de Rigui Raphaël René. Nombreux sont les automobilistes qui arrivent ici pour faire un demi-tour. Jacques Steve est du quartier, il n'a pas de véhicule, mais à l'instar des autres riverains, son quotidien a été bouleversé depuis que la circulation est interrompue. Avant, on avait un service de bus régulier qui passait ici. Vu que je suis piéton, donc c'est pas un problème, en même temps c'est un problème parce que le service de transport, il est devenu mal organisé. On s'est retrouvé 4 mois à peu près sans service courrier, donc c'est un
des habitants du quartier qui récupéraient le courrier pour tous les habitants du quartier. Voilà maintenant 7 mois que la route a commencé à s'effondrer. Jacques Steve a pourtant signalé le problème à la municipalité, mais rien n'est fait pour rétablir la circulation. Vous voyez, les accotements, ils ne sont pas faits. C'est un chemin qui, en temps de pluie, est complètement humide. Et en fait, c'est plus un chemin, ça devient une rivière. Et ça fait 7 mois que ça dure. 7 mois que ça dure, 7 mois qu'on est comme ça, 7 mois qu'on attend que les choses elles changent et que les choses elles évoluent. À l'heure d'aujourd'hui, on a l'impression que personne ne s'intéresse à ce problème-là. Du côté des services techniques de la ville, le dénouement de la situation semble proche, mais il a fallu négocier avec les propriétaires d'un terrain voisin. Nous avons rencontré les consorts d'Ormois de l'habitation La Favorite et nous avons reçu ce courrier. Hein. C'est une autorisation écrite de créer une voie sur leur terrain. Alors il y aura 135 mètres de voies réalisées sur cette plantation et sur cette habitation et nous aurons à réparer sur la partie interne de la chaussée existante une partie de 45 mètres. Des travaux qui devraient débuter d'ici la semaine prochaine, d'après les affirmations des services municipaux. Direction Schellcher maintenant. Difficile de passer à côté du boom du street art, parfois associé au vandalisme. Ces fresques murales sont en réalité, dans bien des cas, des œuvres d'art. Depuis décembre dernier, Madininer, l'association de surveillance de la qualité de l'air et la municipalité, font appel à ces artistes pour embellir l'espace urbain. Sous les bombes des graffeurs, l'histoire de la ville est racontée. Hélène Renaud. Quand l'art envahit la ville. Sous les bombes de l'artiste Oshi, ce cube sans vie se métamorphose. L'origine du projet, un partenariat entre l'association Madininer, propriétaire de cette borne de surveillance de la qualité de l'air, et la ville de Schellcher. Le thème, Schellcher d'antan, Schellcher d'aujourd'hui. J'ai travaillé sur 2 phases, à savoir le Schellcher d'antan, en m'appuyant sur des photos justement d'antan. Et j'ai utilisé aussi les éléments essentiels de la station qui est derrière nous. Il y a ce qui sert à mesurer l'air. Donc j'ai intégré ça dans les photos d'antan. Depuis décembre dernier, l'organisme Madininer a fait revivre 2 de ces stations de contrôle de l'air pour se fondre dans le décor urbain et l'embellir. Des œuvres d'art mais aussi de médiation. Ces stations, en fait, elles ont l'objectif à la fois de faire passer des messages environnementaux, mais aussi de mettre en avant des artistes. Et donc la volonté, c'est vraiment de sortir un petit peu, à la fois sortir, aller au contact des gens à travers des dessins qui sont dynamiques et des fresques dynamiques, mais aussi s'intégrer dans un environnement urbain. L'association démarche les collectivités pour pouvoir repeindre la dizaine de stations de l'île. La ville de Schellcher a immédiatement accepté. C'est vraiment pour sortir l'art de l'intérieur des musées, en fait, qu'il soit accessible aux gens dans la rue. Pour fédérer les gens, en fait, avec leur environnement. Pari réussi, les passants sont ravis. Ça fait revivre un bâtiment qui n'est pas peint, qui est blanc. Et ça lui donne un petit peu de punch. Avant c'était triste, il y avait du mur blanc, mais maintenant c'est beaucoup mieux avec les graphes. Ça embellit la ville. Ça change, c'est la gaieté. Et le jeune face au soleil, c'est encore merveilleux. Alors je pense qu'il faudrait continuer sous les façades vides. À bon entendeur, pour l'instant, 2 autres bandes de surveillance devraient être repeintes cette année. L'art dévalera peut-être bientôt dans toutes les rues de l'île. Parlant tendance toujours, mais dans un tout autre registre, si les vêtements faits à la main sont d'une grande popularité en Martinique, réaliser ces vêtements soi-même mène beaucoup de femmes en rêve. Mais l'art de la couture ne s'improvise pas. Justement, dans son atelier de Terre-Saint-Ville, Colette Bellemin apprend à quelques professionnels, quelques passionnés également les rudiments du métier. Son portrait tout de suite avec Hubert Bornil et Michelet François. Je commence à m'habituer au fait des aiguilles et de la machine à coudre. Mais en autodidacte que je suis, je me suis décidé à aller plus loin. Et pour cela, j'ai rencontré une jeune femme qui fait de la formation en couture. Et là, je prends mon tout premier cours. Le secret du sur-mesure est au niveau de la pince poitrine. La pince poitrine, elle existe. Elle a été tracée de façon théorique au niveau de la base du cou. Et là, je veux la déplacer. Comment la déplacer? Voilà, toute la question est là. La pince poitrine
mon premier cours. Alors, comment la déplacer? Chacun a encore gardé à l'esprit l'image récurrente de la bonne couturière, lunettes sur le nez et à fond sur sa vieille nationale. Je parle bien sûr de la machine à coudre. Mais ça, c'est du passé, car de nos jours, la profession tend à se structurer, voire se professionnaliser. L'encolure devant, oui. La pince poitrine, théorique, la ligne d'épaule. Oui. C'est beaucoup de géométrie. Alors moi qui n'aime pas les mathématiques, j'ai dû faire voilà, un effort et puis donc c'est pas plus difficile hein, puisqu'on demande la calculette. Donc tac tac, c'est diviser, soustraire. Par session de 30 heures, ces stagiaires viennent ici apprendre les rudiments du métier. Pourtant, la plupart de ces femmes pratiquent déjà la couture depuis très longtemps. Pour pouvoir réussir, il faut vraiment mettre sur papier, faire. Faire et, comme on dit, coudre et les coudre, c'est toujours coudre. Donc là, j'ai appris et je sais faire. Regardez, j'ai fait mon patron. Je pourrais faire ma jupe toute seule comme une grande et celle de mes filles. Comme quoi, on n'a jamais fini d'apprendre. Quant à l'initiative, elle est à mettre à l'actif de Colette Belmain, couturière et modéliste de formation. J'ai mis en place un concept, non seulement de confection sur mesure qui existait déjà, mais j'ai développé un concept de formation pour des personnes volontaires, des personnes privées qui veulent apprendre à faire leurs propres vêtements sur mesure. Dans la salle de cours, l'ambiance est plutôt studieuse, comme on peut le voir, et l'on s'entraide surtout. D'accord. Un 5 à l'épaule. Non, pour le col. Ah, le col, oui, pour le Quand on a réalisé son patron de base sur mesure et qu'on a étudié les différents déplacements de pince, on est à même de se réaliser un nouveau vêtement avec une nouvelle encolure, une longueur de manche différente, une longueur de robe différente, et à ce moment-là, on fait de la création. Enfin, l'instant de vérité. J'ai constitué ma robe et Madame Belmain apportait des modifications. Donc, bon plan? Je souhaite créer et vivre de ma création. Mais pour cela, il me fallait le perfectionnement. Et le perfectionnement, je l'ai trouvé ici à Belmain Couture. Voilà. D'accord? Voilà, j'ai fait la roulette, la pince poitrine. J'ai adoré ce cours. En tout cas, je vous recommande cette jeune femme. Vraiment, elle assure au maximum. Et là, je place le repère de la forme de l'épaule. Voilà, courage et persévérance sont visiblement les maîtres mots. C'est sur ces images que se termine votre journal communal. Restez sur ATV, on se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani pour Antipéia.